Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité... À Paris, énormément de monde aux obsèques de Pierre Auvernet, le jeune militant gauchiste tué le 25 février aux usines Renault. À notre avis, c'est un grand film d'amour. Alors qu'est-ce que c'est que notre essentiel commun? Ça, il faut le dire tout de même, c'est un désir. On dirait pas que c'est un film d'amour. Pourtant, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est que pour raconter une histoire d'amour, aujourd'hui, Pour raconter une histoire d'amour, aujourd'hui, en France... Écoutez, je suis ici pour voir le directeur. Peut-être que le patron est un peu trop occupé pour les recevoir. raconter une histoire d'amour, aujourd'hui, c'est vraiment pas facile. Du fait que 68 a été une fausse révolution, mais qui a fait peur comme une vraie. Voilà, les gens ont eu peur, vraiment, les professeurs, etc. Bon, et ça a déterminé une réaction, un mouvement de réaction thermidorienne très très fort. Dans la littérature, dans l'art, dans la philosophie, parce que c'était une révolution ratée, ça fait peur comme une vraie révolution, et ça ne change rien. C'est pas facile aujourd'hui. En France, rien n'est facile. Pourquoi vous pensez pas au peuple? Mais ne dites pas ça, madame. J'ai jamais vu. Mais si on ne crée pas de la richesse, si on ne se développe pas... Mais vous connaissez pas le monde du travail. Vous savez parce que c'est le souci à 5h du matin pour gagner quoi? Un SMIC de rien du tout. Madame, si on est là, on ne protège personne. Si on promet des choses qui ne sont pas tenables. On a des solutions. Nous, vous avez qu'à nous les écouter. Essayez-les. Essayez-les. Si vous le doublement du salaire du PDG de Peugeot, c'est tenable. Notre gouvernement n'a aucun respect pour ses salariés. Aucun, monsieur Macron. Aucun. Sinon, ça fait que les milliers de gens qui sont dans la rue, il y a longtemps que vous nous auriez écoutés. Vous ne faites rien. Vous nous ignorez. Vous nous méprisez. Parce que c'est pas parce qu'il y a des gens... Vous allez le payer. Vous allez le payer, donc foutre la gueule du peuple. C'est pas par plaisir qu'on va dans la rue. C'est pas par plaisir que les gens ils perdent un salaire pour aller la température de ça n'est pas une condition suffisante. Pourquoi est-ce que rien n'est facile en France, aujourd'hui? Il y a des gens qui le savent. Salut, si tu continues, la classe ouvrière, Salut, si tu continues, la classe ouvrière te rendra le cul. Il y a d'autres gens qui ont un autre avis sur la question. Alors ce que nous disons, nous, la CGT, c'est que la concentration nous impose une stratégie d'ensemble qui rend possible la signature d'accords interbranches, complétés d'accords annexes particuliers à chaque branche, voire à chaque usine. Et ce que nous disons également, c'est que des actes irresponsables comme ceux qui ont été commis ce matin remettent en cause cette stratégie globale, seule capable de faire plier les patrons. En tout cas, il y en a qui perdent pas leur temps en paroles inutiles et qui se marrent. Bon, je crois qu'ici, il y a des gens qui ont déjà lu une partie de mon propos sur le site de la librairie Tropique. Et puis il y a ceux qui n'en ont pas lu une ligne. Alors il faut que je navigue un peu entre ces deux cas. Le point de départ, c'est une contradiction à laquelle j'ai été confronté entre des gens qui parlent de choses considérées comme sérieuses sur le mode volontairement comique. Prenons, je prends des exemples, un exemple simple, la vie politique en France, les hommes politiques, les situations, et ça vous donne quoi? Ça vous donne le Canard enchaîné, ça vous donne le Bébé de Show, ça vous donne différentes émissions de télévision. Et en fait, ce type de critique clownesque, finalement, sert le régime. Vous le savez comme moi, c'est un défouloir, ça prouve que nous vivons dans un pays libre, on peut présenter Hollande dans des positions ridicules, de toute façon, il y a beaucoup de se forcer entre nous, soit dit, mais si c'est pas Hollande, c'est un autre. C'est ce que Guy Debord appelait de la critique intégrée, qui est fonctionnelle par rapport au fonctionnement de la soi-disant démocratie. De l'autre côté, c'est l'inverse. Il y a des gens
qui parle sur le mode extrêmement sérieux, docte, je dis bien docte, avec un langage souvent empoulé, abscon, amphigorique, je ne cite pas de nom. Pour l'instant. Alors cela, et il parle de choses, comment dirais-je, je dirais dérisoires. Par exemple, vous avez des tonnes d'ouvrages sur, maintenant, c'est pas seulement des articles, sur le désir, les anarcho-désirants, ça a été l'époque de Guattari. Des tonnes d'ouvrages sur, dans les années 70, sur la déconstruction, Derrida. C'était des faux problèmes, mais dont on parle très sérieusement. Mettons Foucault, qui a fait quand même plusieurs livres sur le pouvoir est partout, la bourgeoisie nulle part, du moins dans ses textes. Hein. Donc ça, c'est l'autre, je dirais, c'est l'autre terme de l'alternative. Ceux qui parlent avec le plus grand sérieux de choses qui sont, à mon avis, évidemment, vous pouvez dire le contraire, parfaitement dérisoires. Eh bien, considérant que l'État en général est une production endogène de la multitude, le produit d'une effectuation nécessaire et immanente de ces puissances, ma réponse à la question d'Yvan, est-ce qu'on est condamné à passer d'une police à l'autre? Ma réponse est hélas oui. Le chemin vers l'asymptote n'est pas une nuit où tous les chats sont gris. Précisément parce qu'on y chemine, c'est-à-dire qu'on y avance. Oui. Avant de raconter une histoire d'amour, faut penser à tout ça. Et pour dépasser cette contradiction, de manière dialectique, j'ai décidé de traiter de manière burlesque des théories qui ont une comment dirais-je, une particularité, c'est qu'elles renvoient à des questions extrêmement sérieuses. Ça n'est pas l'intersectionnalité, ça n'est pas la transition énergétique et ces trucs-là. C'est des choses importantes qui s'appellent le dépassement du capitalisme, qui s'appellent la lutte des classes, qui s'appellent le socialisme, hein, qui s'appellent tout ce à quoi le mouvement ouvrier était identifié au XIXe siècle et dans une grande partie du XXe siècle. Et moi, je considère qu'il y a des gens qui traitent de manière absolument grotesque ces questions-là pour les évacuer. Pour les évacuer. D'abord, il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer. Si vous dites classe sociale, capitalisme, exploitation, paf, vous êtes catalogué ringard. Ces gens-là prétendent de traiter, mais ils vont donner d'autres définitions de ce qu'est par exemple l'émancipation. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est un mot très à la mode. Dans les années 70, on parlait beaucoup de révolution. Aujourd'hui, on parle d'émancipation. Ça n'est pas un hasard. Parce que révolution, ça renvoyait quand même à quelque chose de violent, de bouleversement des rapports de production. Émancipation, c'est plus doux. Ça peut être aussi bien une émancipation individuelle qu'une émancipation collective. C'est plus soft. C'est un exemple. On ne dit plus l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Les travailleurs existent dans cette affaire. C'est l'émancipation de la petite bourgeoisie intellectuelle qui se regarde le nombril. Voilà, et qui lit les rubriques émancipatrices et culturelles des inrecuptibles de Libération et du reste. Ou voire même une certaine littérature anarchiste, la revue alternative libertaire ou CQFD par exemple. Alors, ça a été mon choix. J'ai dit, bon, ces gens-là prétendent dépasser le matérialisme historique, dépasser la dialectique, à partir de théorisations qui sont vraiment des fumisteries. Mais bien entendu, accommodées avec tout le bagage universitaire. Et c'est la raison pour laquelle, donc, j'ai pris comme exemple, il ne faut pas croire que j'en ai particulièrement contre Éric Hazan. Éric Hazan, je l'ai connu, je l'ai fréquenté, j'ai fait des émissions avec lui, on avait de très bonnes relations, puis je crois que depuis 4 ou 5 ans, ça commence à se dégrader dans sa tête, ou alors il est pris par l'influence qu'il subit, il commence à publier n'importe quoi, même s'il publie encore quelques ouvrages intéressants. Bien. Alors, je suis parti de là, j'ai dit bien, je vais prendre Éric Hazan parce qu'on a, alors, évidemment, traité de manière comique des choses que je considère comme grotesques, mais qui touchent à des problèmes réels. Il faut faire un espèce d'exercice de style. Et mon style, je l'assume. Alors, c'est pour ça que j'ai inventé, ça fait partie du gag, un nouveau concept, une nouvelle théorie. Alors pour ceux qui parlent espagnol, c'est pas difficile à comprendre, pour les autres non. Le marxisme-burlonisme, c'est quoi? Marxisme, ça renvoie bien entendu à la théorie
dialectique matérialiste, etc. Bon, pourquoi burlonisme? Alors, burlon, en espagnol, veut dire farceur, comique, moqueur, burlesque. Et l'idée est la suivante, burlesque, hein, en burlon. Et somme toute, je me suis dit, si on veut résumer ma démarche, c'est de traiter de manière burlesque les théorisations sur la société en vogue actuellement, qui sont pour moi grotesques. Alors c'est vrai, quand le président dit « ça va mieux », quand il y a tant de difficultés, on se demande s'il voit bien, s'il écoute bien, s'il a bien pris conscience des réalités. Eh bien oui, ça va mieux. Mais ça va mieux, il y a plus de croissance, il y a moins de déficit, il y a moins d'impôts, il y a plus de compétitivité, c'est-à-dire de capacité pour produire, il y a plus de marge pour les entreprises, il y a aussi plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Voilà ce que j'ai fait depuis 4 ans et voilà pour... Alors je vous ai expliqué burlonisme, hein, vous avez compris, traiter le grotesque par le burlesque. Alors voilà, je sens que ça vient. Le titre, je dois le dire, n'est pas de moi. Il est de l'individu qui est là. Ouais, c'est pas pour ça que j'ai demandé que tu l'expliques, mais parce que c'est expliqué des choses. Alors, effectivement, j'explique ce que ça veut dire en langage un peu châtié. Mais vous savez comme moi ce que ça veut dire. Hein? Il y en a peut-être qui ont vu le film, les vieux comme moi. J'avais vu un film, c'était Je sens que ça vient, change pas de main. C'était les premiers pornos du temps de Giscard d'Estaing. Bon, j'explique avec une métaphore sexuelle comment le désir de révolution de la petite bourgeoisie intellectuelle, qui s'était manifesté déjà de manière spectaculaire en mai 68, a fait qu'ils croyaient déjà que ça venait. Et ils ne se sentaient plus, et j'ai parlé, mai 68, une gigantesque éjaculation précoce. Hein, c'est une métaphore. J'explique plus en détail, hein, je ne rentre pas. Bon, mais... Faut lire le livre. C'est une métaphore, hein. Et donc, voilà. Et alors, le problème, ça a donné lieu après, parce qu'ils ont été déçus, à tout un processus de refoulement qui s'est traduit, et donc de défoulement, par la production d'une logorée révolutionnaire. C'est-à-dire, il n'y avait pas de révolution, mais il fallait parler partout de révolution. Et justement, ça se traduisait par la production de masse, élitiste mais de masse, des théorisations dont je vous ai parlé tout à l'heure, de Deleuze, Guattari, bon, tous les autres, Foucault, etc. Donc, il y a un... Alors, aujourd'hui, ça recommence. L'insurrection qui vient, ils sentent que ça vient. Et j'explique pourquoi ils sentent que ça vient, pourquoi ça ne va pas venir non plus. Et ils vont se retrouver dans une énorme frustration. Et donc je développe toute cette métaphore qui est, pour dire une chose, c'est que tous ces discours ultra-critiques, ultra-révolutionnaires sont parfaitement stériles sur le plan du changement des rapports de force dans ce pays. Parce que ces gens-là, tous, ont voté. Ils ont voté. Alors, ils ont voté pour Hollande, croyant que... Mais avant, ils ont voté pour Jospin, contre la droite. Pas tous, quand même. La majorité ont voté pour Jospin et pour Merluchon. Oui. Entre Merluchon, et Merluchon, oui, on a Merluchon, il sentait plus. La plus grosse partie d'entre eux, oui. Merluchon, c'est le surnom qu'il a dans une ville où on habite, qui s'appelle le Tréport, où il y a une lutte contre les éoliennes, l'implantation d'un parc d'éoliennes avec des éoliennes de 200 mètres de haut, qui vont ruiner la pêche, le tourisme et le reste. Donc Merluchon, là-bas, il n'a pas intérêt à mettre les pieds, parce qu'il se fait sortir. Et là-bas, les écologistes, qui sont totalement vendus, comme vous le savez, sont surnommés, si vous allez au Tréport, joli petit port de pêche, vous verrez des camions. C'est à bas les escrologistes. Ce sont des escrocs. Et ces gens-là, il n'y a pas de pitié. Quand il y a une réunion, ils ne peuvent pas foutre les pieds, parce que là, c'est la huée complète, on les traite de tous les noms. Bon, alors pour en venir là... Les prolos du coin précisent quel genre de réunion là-bas. Alors, bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une alliance qui plairait beaucoup à, peut-être à Jacques Sapir. On trouve là-bas, dans les luttes, mettons, vous voyez une salle de 600 places. Il y a, bien entendu, des pêcheurs, bien entendu, les commerçants qui vivent de la pêche, les hôteliers, les restaurateurs, les vendeurs, les poissonniers, etc. Vous avez les ouvriers, parce que les ouvriers, c'est une mairie communiste, pour ce qui est du Tréport, je reviendrai sur l'autre à côté. Les ouvriers savent gré à la municipalité communiste de les subventionner d'une manière ou d'une autre en ce qui concerne les colonies de vacances, les transports pour les enfants, etc. Et si
si les éoliennes arrivent, c'est la ruine de la municipalité. Alors vous avez aussi des agents immobiliers, parce que les agents immobiliers, si jamais il y a ces horreurs de 68 éoliennes de 200 mètres de haut chacune, ils vont plus pouvoir vendre quoi que ce soit. C'est assez étonnant. Vous avez les chômeurs, vu qu'ils bénéficient aussi des aides de la municipalité. C'est un véritable front, je dirais, national, puisque vous trouvez... Municipal, voilà. Oui, mais je dis national, parce que vous trouvez là-dedans des gens qui votent, tantôt Marine Le Pen, tantôt PC, tantôt s'abstiennent. Et quand vous leur demandez pourquoi ils votent Marine Le Pen, la réponse, pour faire chier ces salopards qui veulent nous imposer les éoliennes. C'est des banques, c'est des multinationales, ils ont un discours merluchonesque. Sauf que Merluchon, il ne vient pas là. Et comme la mère Le Pen, grâce à Philippot, elle a recapté le discours gauche, c'est absolument... Alors c'est une ambiance très particulière, hein, très très particulière. Alors, je ne veux pas être long là-dessus, je parle d'une lutte locale. C'est tout de suite dire, il y a l'Europe derrière, c'est le capitalisme, c'est les multinationales, c'est-à-dire que ça doit être des gens qui sont bac moins 3 ou 4, ils disent moins de conneries que des gens que je ne vais pas citer une nouvelle fois. Moins de conneries. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais venir un superbe film, je vous conseille d'aller le voir quand il va arriver à Paris. Il est d'un chroniqueur, romancier, essayiste que vous connaissez, du moins les secteurs gauche, c'est Alessi Del Umbria, qui a fait un film superbe qui s'appelle Le Vent de la Révolte. Et dans ce film-là, on voit une communauté de pêcheurs et de paysans zapotèques au Mexique qui luttent contre un projet d'éolien exactement semblable au nôtre. Et vous voyez, quand on les interroge, ces gens-là, qui ont quitté l'école à 13 ans, hein, vous pouvez voir que le raisonnement qu'ils tiennent sur le rôle des multinationales, sur la soi-disant transition énergétique, bon, je ne veux pas insister là-dessus, c'est pas le sujet. Mais tout ça pour dire, je ne suis pas contre les luttes locales, à condition qu'elles s'inscrivent dans une perspective anticapitaliste, même si, comme dans le cas du Tréport, il y a des gens qui disent c'est les capitalistes. Ceux qui sont les plus à gauche, c'est le PC quand même. Mais déjà, ça incite les gens à réfléchir, à s'organiser, à riposter, à se défendre. Et pour moi, certaines luttes locales sont un très bon facteur de politisation. Or, ce qui est développé par ce que j'appelle les hazaneries. Quand je mets hazanerie avec un accent circonflexe, ça veut dire des âneries d'Azan et de ses amis, hein, et de ses complices. Je les quadrupaneries, j'en ai d'autres, comme l'ordonnerie, évidemment. Mais donc, Azan dit, enfin ses copains, c'est la lutte commence localement, on s'auto-organise, on ne s'occupe pas de l'État, on ne s'occupe pas du capitalisme en général, on s'occupe encore moins de l'impérialisme. Il faut savoir l'ignorance crasse de ce milieu anarchoïde, comme je les appelle, en ce qui concerne l'impérialisme. Pour eux, c'est un mot connoté marxo, machin, presque stalinien pour eux, parce qu'ils n'ont pas lu Lénine, il faut voir le niveau. Hein. Les nouvelles générations, c'est pire que les anciennes. Il y a ceux qui ont lu Lénine et qui l'ont oublié, et qui feignent de l'avoir oublié, mais ceux qui arrivent maintenant, c'est pire. C'est vraiment le désert de la critique, pour utiliser le terme. Bon, eh bien, leur idée, c'est on évite l'État, on le contourne, on s'auto-organise. J'appelle ça les radicaux de bac à sable alternatif. Ils avaient dit, ça, pour eux, la Mecque, évidemment, c'est l'aéroport des Landes, enfin, la ZAD. Mais il y en a eu d'autres. Au moment de Sivens, je me rappelle, j'ai dit le jour où les flics vont avoir l'ordre de vous virer, vous allez voir comment ça va se passer. Ah, quand Rémi S a été tué par les flics... Rémi S. Pardon. Comment il s'appelle? Fraisse, oui. Rémi S, c'est un sociologue, oui. Un sociologue de Paris 8. Oui, post-situ. Et le févrien. Rémi Fraisse a été tué. J'ai dit, vous voyez ce qui arrive? Ah, ils disent, ah, c'est scandaleux, la police tue. Mais j'ai dit, à quoi sert la police? Je dis, les appelait les cognes, nous. Et puis après, je dis, en plus, il faut savoir une chose. Je dis, si on examine comment ça s'est passé, mais le problème n'est pas là. C'est comme ce qui s'est passé hier. Rémi Fraisse a été tué, on pourrait dire par accident. Le mec n'a pas volontairement tiré pour le tuer. Il a pensé que c'était une grenade, machin, là, flashball, là, et bon, que ça allait l'assommer, etc. C'est pas un mec qui a dit, on va tuer un de ces manifestants. Mais même si c'était le cas, il faut quand même savoir. Quand on dit à ces gens-là, moi je m'appelais toujours à citer Mao, que la révolution n'est pas un dîner de gala, ça n'est pas un pique-nique place de la République,
avec des orchestres d'animation et des ballons et puis je sais plus quoi. Je dis, il faut voir. Le jour où il y a des rapports de force réels, la classe dirigeante, elle ne cédera jamais pacifiquement. Et je vais terminer sur cette phrase que je ressors. Naturellement, je ne suis pas forcément d'accord avec mes hôtes ici, celui qui m'héberge dans la maison d'édition, ou le camarade ici présent. Pour moi, c'est que, même dans une perspective réformiste ou réformatrice même, vous savez que la différence entre réformiste et réformatrice, hein, les réformistes étaient des gens qui pensaient qu'on pouvait passer de manière graduelle, démocratique et pacifique au socialisme. Ça, c'est les réformistes. Il n'y en a plus maintenant. Maintenant, c'est les réformateurs. C'est ceux qui veulent un capitalisme adouci, civilisé. Habitable. Ah non, il y a la dernière, c'est l'interview Ruffin qui interviewe Emmanuel Todd la semaine dernière. Je suis pour un capitalisme apprivoisé. Apprivoisé. C'est ça l'idéologie du monde diplomatique. Ce sont des gens, c'est ça, c'est-à-dire un bon capitalisme. Hein. Et c'est pour ça que je dis toujours que la bourgeoisie n'a accepté des réformes favorables aux classes populaires que sous la menace, réelle ou fantasmée, d'une révolution. Ça s'est passé en 1936, ça s'est passé en 1947-1948, ça s'est passé, même que les quelques trucs obtenus en 1968. Hein, c'est, si on leur fout pas la trouille, ah oui, comme dit l'autre, on va leur foutre les boules. Je ne veux pas encore le citer, l'énergumène. On va leur foutre les boules. Il est grotesque, il fout les boules à personne. En plus, c'est un trouillard. Bon, je vais pas rentrer là-dedans. Bon. Et bien entendu, alors, ceux qui ont lu comment dirais-je, les quelques papiers qui ont été publiés, les papiers façon de parler, c'était électronique, savent à peu près à quoi je me réfère, mais je joue à fond la carte des jeux de mots, vous voyez. Par exemple, le comité invisible, bon, tout ce qui concerne ce qu'il raconte, j'appelais ça la révolution invisible. Hein. Un autre, c'est dynamique révolutionnaire, j'appelais ça mimique révolutionnaire. C'est ceux. Alors les mimiques révolutionnaires, là aussi j'ai inventé un nouveau terme qui m'a foutu des ennemis, je ne sais plus combien parmi le millionnaire. Je vous signale que le millionnaire, c'est celui que je connais le mieux et que j'ai fréquenté le plus souvent. Je les ai appelés les anarchoïdes. Qu'est-ce que c'est que les anarchoïdes? Ceux qui ont fait du grec savent que oidos, ça veut dire qui ressemble à, qui a l'aspect de. Les anarchoïdes, ce sont des gens qui ressemblent à des anarchistes, qui ont des tenues anarchistes, des proclamations anarchistes, comment dirais-je, des comportements soi-disant anarchistes, mais qui ne sont pas des anarchistes, au sens où ce mot avait un sens au XIXe siècle. Même si on critique Proudhon, même si on critique Kropotkin, Bakounine, etc., ces gens-là étaient d'authentiques anarchistes. On peut critiquer l'autre. Là, on a affaire à des bouffons et des imposteurs. Il ne faut pas hésiter. Donc, ces bouffons et ces imposteurs, je les traite de la manière que je pense la plus adéquate. Le processus destituant. Alors, le processus destituant, c'est quoi? Alors moi, je l'ai appelé là-dedans le processus désopilant. C'est ce que j'ai vu de plus grotesque, encore, j'avais l'embarras du choix, ce que j'ai vu le plus grotesque, puisque le processus destituant, je n'ai pas la définition exacte, mais je vous le dirai de mémoire à peu près, c'est comment défaire peu à peu, d'une manière très douce, toutes les conditions de l'exploitation et de l'aliénation, termes qui ne sont pas utilisés, les conditions qui nous dominent, de manière très douce et progressive. Vous avez vu hier comment Valls a sifflé la récré. Hein, la fin de la récré, pardon. La fin de la récré. Bon, ce processus destituant, qui s'oppose, bon, vous avez peut-être été au courant d'une tentative pour rafistoler un petit peu la crédibilité du PS parmi les électeurs. Ils veulent faire un processus constituant qui consiste en fait à faire choisir aux neuneux qui vont voter PS quel est le candidat de la deuxième droite, c'est-à-dire du PS, qui leur plaît le plus. Bon, voilà, ça c'était le processus constituant, avec toute une kyrielle d'intellectuels derrière. Vous avez le patron moustachu de Mediapart, enfin Mediapart c'est le surnom que donne le camarade. Oui. Mediapart, vous avez compris que c'était Mediapart. Hein. Bon, il y a toute une série de gens qui sont
des bacs plus je sais pas combien, qui ont sorti connerie sur connerie pour nous expliquer que le vrai retour à la démocratie, c'est de choisir entre Martine Aubry, Hollande, je sais pas, Arnaud de Montebourg, enfin. Merluchon. Merluchon aussi. Merluchon, c'est le. Faut mieux maintenant, Nicolas Hulot. Ouais, Nicolas Hulot, on vous voyez. les sommets, là. Oui, Nicolas Hulot, l'enfer vert, là, oui. Bon, alors, donc, moi je dirais que j'applique à ma manière, pas le détournant, mais en le complétant, une devise du philosophe Machiavel. Vous la connaissez, c'est ni rire, ni pleurer, comprendre. Et moi, je décidais de dépasser dialectiquement toujours, ni rire, ni pleurer, mais placer ce qu'on comprend ou ce qu'on croit comprendre sous le signe de la dérision. Vous voyez, intégrer, toujours pareil, le burlesque dans une manière d'analyser une situation qui, pour moi, intellectuelle et politique, qui devrait faire rire la majorité des gens. Le problème, c'est que tous les intellectuels en vue qui se piquent de radicalité, parce que maintenant, tous les intellectuels se proclament critiques, la théorie critique. Vous en avez plein ici, hein. Ben vous allez, je ne vais pas faire, je suis pas médisant vis-à-vis de la librairie Quilombo. Il y a de la théorie critique partout, on marche dessus. Et elle est même radicale. Alors, ça me fait rigoler parce qu'ils ont fait un bouquin qui s'appelait 10 penseurs véritablement radicaux. Vous verriez, c'est avec les gens qu'on voit toujours à la télé. Hein. C'est des marginaux installés qui ont une casquette radicalité. Vous voyez. Donc, voilà déjà un petit peu mon point de vue, ou plutôt ma démarche. C'est, donc en utilisant ce mot étrange, bourlane, qui dit bien ce que ça veut dire. Parce qu'il faut savoir une chose, contrairement aux Français qui sont un peu pisse-vinaigre, ils se prennent très au sérieux, les Espagnols, ils aiment bien rigoler. Même quand ça va mal, ils aiment bien rigoler. Et bourlane revient souvent pour traiter une personne, un événement, une situation grotesque. Et le traiter par le grotesque. Parce qu'il faut bien dire une chose, je vais terminer la première partie de ce que j'ai à dire là, je ne me considère pas en position de surplomb. Je ne me prends pas au sérieux. Je ne me prends pas au sérieux, pourquoi ? Pour la bonne raison que tout ce qui est discours, que ce soit un discours oral ou un discours écrit, qui n'est pas lié à une pratique, un engagement pratique pour faire bouger les choses, et bouger les choses, pas tout ce qui bouge est rouge, comme on le disait en 68. En fait, c'était rose bonbon d'ailleurs, l'horizon, enfin bon, ils croyaient à l'époque. Je veux dire par là que tant qu'on se contente d'écrire des bouquins ou de faire des discours, que ce soit ici ou que ce soit dans une fac, il manque une chose. Il manque le passage à la pratique. Hein, je ne veux pas être pédant et parler de praxis. Hein. Bon. Et le passage à la pratique, c'est pas de la pratique seulement théorique. Contrairement à ce qu'a laissé croire un des imposteurs les plus connus des années 70, qui s'appelait Louis Althusser. Ils étaient tous, les Althusseriens, c'était ma génération, je les ai bien connus. C'est des gens qu'on n'avait jamais vus dans les luttes. Ils passaient leur temps à pontifier à la Mutualité ou à Normal Sup sur le moyen de, naturellement, de dépasser Marx ou la coupure épistémologique. Marx, il était trop jeune pour comprendre, mais après, enfin, vous connaissez tout ça. La pratique, c'est en dernière instance. Oui, dernière instance, oui. Alors, c'est bon. Je veux dire, c'est pour moi, si on ne s'engage pas dans des luttes concrètes, il y a deux types de luttes concrètes. Je ne suis pas contre des luttes locales. Mais il faut que cette lutte locale s'inscrive dans une perspective globale. Alors, parce que là, je pourrais vous citer, il y a un gars, c'est absolument incroyable, j'ai jamais entendu parler de lui avant de le lire hier. Il est professeur de géographie, c'est la nouvelle génération, à Grenoble, dans l'Institut universitaire alpin. Il a un nom un peu compliqué à prononcer, il s'appelle Gwiazdinski. Ce type-là, c'est un concentré de discours sans pratique. Mais on a l'impression qu'il fait défiler les concepts comme si c'était un défilé de mode. Je vais simplement vous citer, parce qu'il faut quand même, vous pourrez toujours me dire, il dit ça, il n'a pas dit ça. Alors le mec, soi-disant, est ultra-gauche. En fait, il fait des conférences chez Bouygues. Il fait des conférences à la mairie de Paris chez Madame Hidalgo. Ça, c'est un imposteur. Et c'est un bouffon. Alors ce gars-là... C'est un radical. C'est un radical de campus, comme on dit aux États-Unis. Et là, je voudrais quand même vous citer je ne sais pas si je l'ai là, ça serait bien dommage. Je rajouterai sans ça à l'image après. Oui, parce qu'il y a une succession de mots. Une succession de mots, c'est un véritable florilège. Voilà.
C'est lui qui parle, c'est pas moi. Hein. Il est en train de parler de Nuit debout. Et les Nuits debout, alors voilà, je vous cite le gars. Les Nuits debout, la Nuit debout nous permet de découvrir, en feuilletant les quotidiens et en suivant les liens publiés sur Machin Chouette, un gisement insoupçonné de génie. C'est lui qui dit ça. Alors, il faut voir qu'est-ce que c'est le génie. Voilà, alors il dit, entre autres, il parle, alors je vous fais de la liste, hein. Forme de vie, forme de vivre ensemble, résonance avec, on dirait un inventaire à la Prévert, avec les tentes des enfants de Don Quichotte, résonance avec la révolution des parapluies de Hong Kong, résonance avec les places de New York, de Grèce, de Turquie, d'Ukraine. Je ne sais pas ce qui se passe en Ukraine, hein, celui-là, mais c'est un véritable salaud au sens sartrien du terme. Il ignore qu'il est un salaud. Hein, bon, ça continue comme ça. Je vais vous dire encore la suite. Ah oui, les ZAD, les squats, les printemps arabes, et les occupations potagères, les alternatives locales qui s'allument partout comme des lucioles, les transgressions, la ville métaphorique, la ville malléable, la ville réversible et adaptable. C'est un professeur de géographie urbaine. Hein. Je pourrais continuer comme ça. L'ouvroir, la place de la République est l'ouvroir de démocratie potentielle qui favorise la citoyenneté, cela évidemment on l'a toujours, et ensemble nous construisons des situations, ça hommage à Debord, pour se réapproprier le réel en faisant confiance à l'épreuve de la rencontre, du débat, de l'improvisation. Et alors là, attention, il y a un mot savant, hein. Il y a un mot savant. Et de la sérendipité. C'est à la mode depuis 5-6 ans. Sérendipité. Qui est-ce qui sait ce que ça veut dire? Le hasard. Hein? Le hasard. C'est le hasard. C'est pas seulement hasard. C'est ce que l'on trouve sans le chercher. Voilà. Il y a un Américain qui, pour se foutre de la gueule de ce concept, un écrivain américain, il a dit oui, on cherche une aiguille dans une botte de fin, on trouve la fille de la fermière. Hein? Ça, c'est un Américain qui se foutait de la gueule du concept en question. Mais c'est bien, enfin, je ne vais pas t'interrompre, mais oui, la sérendipité, c'est très simple. Je ne connaissais pas cet auteur-là. Ah ben, il s'appelle... Et c'est vrai qu'il nous a enquillé tous les clichés. Ah oui, là, c'est tout. Et il termine par... Mais la sérendipité, c'est devenu à la mode dans ce milieu-là ouais, depuis moi, je une sais demi-douzaine d'années. Ouais. Une demi-douzaine d'années, c'est très à la mode. J'ai quand même vérifié, j'ai dit, il ne faut pas que je dise de contre. Parce que Pasteur avait dit, pour pouvoir découvrir, il faut être préparé. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard. Ceux qui découvrent vraiment sont déjà préparés intellectuellement et scientifiquement à faire cette découverte. Même si il y a des... Je vais vous raconter comment le Viagra a été trouvé. Hein, c'est une... Bon, ne cherchez pas le Viagra. Bon, alors, c'est pour vous dire qu'on est arrivé à un stade... Parce que ça contraste beaucoup, c'est pour ça que j'ai écrit tout ça, moi. Ça contraste avec la situation réelle de paupérisation, de marginalisation de masse, d'accroissement des inégalités, sur le plan international, des offensives impérialistes qui mettent à feu et à sang les pays du Moyen-Orient, je laisse de côté l'Ukraine. Je veux dire, on est dans une situation dramatique qui, normalement, devrait inciter, bon, alors si on ne réagit pas au désespoir, à l'abattement, à la résignation, et si on veut que ça se termine, devrait inciter à trouver les moyens de lutter contre les conditions et les gens qui maintiennent cette situation. Hein, ça veut dire stratégie, ça veut dire alliance de classe, je sais bien qu'on s'en occupe en ce moment, alliance de classe, stratégie, ça veut dire organisation. Et là, vous avez des théorisations comme quoi il n'y a pas besoin de s'organiser. Il y en a plein. Je ne peux pas citer, parce que c'est fatigant de citer. Ceux qui ne l'ont pas lu peuvent le lire. Il y en a un qui l'a oublié, qui est pourtant, et que tu connais bien, c'est horizontalité. Oui. Ah oui, c'est horizontal, plus de chef, tout le monde parle, et personne n'agit. Et alors, ceux qui ont été à la place de la République, alors il y a deux types de manifestations, vous avez vu, il y a les gens qui se mettent en cercle avec une thématique donnée, LGBT, les jardins potagers, je sais pas quoi, là, tout. Moi j'étais sur la crise du logement, j'ai accepté parce que le gars, c'est pas un ennemi, c'est un citoyenniste, il magouille avec, comment elle s'appelle, Madame la maire, là, Hidalgo. C'est le gars qui a créé, qui fait fonctionner depuis des années le droit au logement. La maire de toute la magouille.
droit au logement pour considérer que ce qu'ils font est estimable. Mais lui, à la différence des autres, ne prétend pas faire la révolution. C'est ça la différence. Quand je parle d'imposture ou d'escroquerie intellectuelle ou de bouffonnerie, c'est des gens qui prétendent dépasser tout ce qui a été écrit, pensé ou fait depuis que la lutte contre le capitalisme a commencé. Il faut le faire. Le gars du DAL, Jean-Baptiste Ayrault, c'est pas un révolutionnaire, c'est un citoyenniste. Il voudrait que les gens soient mieux logés dans le cadre du capitalisme, qu'on ait une politique de construction de logements sociaux plus dynamique, etc. Ces gens-là, je ne les considère pas comme des ennemis. Les ennemis, pour moi, ce sont les imposteurs. Parce qu'ils mènent les gens nulle part. Alors, vous avez vu la dernière en date, et je pourrais vous dire que depuis le mois de décembre l'année dernière, j'ai participé activement, j'ai arrêté le 31 mars, à la mise en place des débats dans les cinémas avec les Fakirs Boys and Girls, hein, pour attirer les gens, pour qu'il y ait des débats, etc. Bon, je l'ai fait en banlieue, j'ai fait à Dijon, enfin dans d'autres villes. Autour de Merci Patron. Autour de Merci Patron. Bon, le résultat, effectivement, maintenant ils en sont à 300 000, on n'a jamais vu ça pour un documentaire. Hein. 300 000 places, 300 000 vendus. Bien. Mais l'idée, et j'avais fait pour faire plaisir à Ruffin, j'avais fait un truc un peu démago, du genre, c'est le genre de film qui, face à un public assis, comme l'est toujours assis le public, même mentalement, hein, peut leur donner l'envie de se mettre debout. Je ne savais pas que j'allais annoncer Debout la nuit avec cette affaire. Par ailleurs, quelle que soit l'époque, rien d'important ne s'est communiqué en ménageant un public, fût-il composé des contemporains de Périclès. Et dans le miroir glacé de l'écran, les spectateurs ne voient présentement rien qui évoque les citoyens respectables d'une démocratie. Voilà bien l'essentiel. Ce public si parfaitement privé de liberté et qui a tout supporté mérite moins que tout autre d'être ménagé. Les manipulateurs de la publicité, avec le cynisme traditionnel de ceux qui savent que les gens sont portés à justifier les affronts dont ils ne se vengent pas, lui annoncent aujourd'hui tranquillement que, quand on aime la vie, on va au cinéma. Mais cette vie et ce cinéma sont également peu de choses, et c'est par là qu'ils sont effectivement échangeables avec indifférence. Le public du cinéma, qui n'a jamais été très bourgeois et qui n'est presque plus populaire, est désormais presque entièrement recruté dans une seule couche sociale, du reste devenue large. Celle des petits agents spécialisés dans les divers emplois de ces services dont le système productif actuel a si impérieusement besoin. Gestion, contrôle, entretien, recherche, enseignement, propagande, amusement et pseudo-critique. C'est là suffisamment dire ce qu'ils sont. Il faut compter aussi, bien sûr, dans ce public qui va encore au cinéma, la même espèce quand, plus jeune, elle n'en est qu'au stade d'un apprentissage sommaire de ses diverses tâches d'encadrement. Au réalisme et aux accomplissements de ce fameux système, on peut déjà connaître les capacités personnelles des exécutants qu'il a formés. Et en effet, ceux-ci se trompent sur tout et ne peuvent que déraisonner sur des mensonges. Ce sont des salariés pauvres qui se croient des propriétaires, des ignorants mystifiés qui se croient instruits et des morts qui croient voter. Je voulais juste ajouter une chose, vous aurez compris pourquoi la chronique de Jean-Pierre sur le site de la librairie s'appelle « Se faire des amis avec Jean-Pierre Gagné ». Voilà, donc vous avez une petite idée. J'en vois régulièrement au monde diplomatique, j'en vois régulièrement à Ruffin, qui me téléphone là, il m'a téléphoné le 28 mars. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors, je lui ai envoyé un message, une réponse, qui était une coproduction. Oui, moi de Dominique et de moi. Le côté stalinien, j'ai produit les revendications sociales, économiques.
Alors, il m'a répondu Ruffin par mail, oui, j'ai capté la ligne, maintenant je travaille. Je regarde. Mais il met en musique, il a dit. Et je la mets en musique. Oui.